Du 7 au 10 novembre, Copenhague deviendra un champ de bataille où plus de 190 pays s'affronteront sur un enjeu crucial, le réchauffement climatique. Copenhague, c'est l'après-Kyoto. Entré en vigueur en 2005, le protocole de Kyoto, ratifié par 187 pays à l'exception des États-Unis, prendra fin le 1er janvier 2013. L'engagement, une réduction globale, d'ici 2012, de 5,2% des émissions de dioxyde de carbone, le CO2, par rapport au niveau des émissions de 1990. Cet objectif, pourtant peu ambitieux, n'est pas encore atteint. Par contre, il a sensibilisé les populations au point où, aujourd'hui, plus personne ne questionne l'existence d'un réchauffement planétaire. De l'Arctique à l'Antarctique, tous les indicateurs sont dans le rouge. Fonte accélérée de la banquise, diminution du volume des glaciers, acidification des océans, hausse du niveau des mers, feux de forêt gigantesques et inondations diluviennes. La planète a pris un sérieux coup de chaleur. À 384 parties par million, le CO2 approche d'un seuil critique jamais vu depuis 15 millions d'années, avec, à l'horizon, des conséquences qui font frémir. Pour contenir l'augmentation des températures en deçà de 2 degrés Celsius et éviter l'emballement climatique, il faudrait que les pays développés réduisent dramatiquement leurs émissions de gaz à effet de serre sous le niveau de 1990. 20% sous ce niveau d'ici 2020, 80% d'ici 2050. C'est un pari formidable qui ne peut être tenu qu'à une seule condition, que les principaux joueurs fassent leur part, les États-Unis en tête. Le 26 novembre 2009, contre toute attente, le président américain Barack Obama s'engage à réduire les gaz à effet de serre du pays de 17% par rapport à 2005 d'ici 2020, puis de 30% d'ici 2025 et enfin de 42% d'ici 2040. Si ces chiffres paraissent bien, ils ne représentent une réduction que de 4% par rapport aux émissions de 1990. Mais pour la première fois, les États-Unis embarquent dans le train de Kyoto, et ça fait toute la différence. Car dans la foulée, la Chine s'engage à son tour. Son objectif, une réduction de 40 à 45% de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005. Les deux plus grands pollueurs de la planète reconnaissent enfin que les changements climatiques représentent un danger réel pour la civilisation humaine et plaident pour un accord avec effet opérationnel immédiat. Le Canada n'a d'autre choix que de s'ajuster. La communauté européenne applaudit l'initiative des deux pays, alors que d'autres grandes économies émergentes, comme l'Inde et le Brésil, emboîtent le pas. Les pays du tiers-monde, menés par l'Afrique, poussent un soupir de soulagement, car ce sont eux les plus touchés par les changements climatiques dont ils ne sont pas ou peu responsables. Pour comprendre les craintes de ce pays, il n'y a pas mieux que le cas des îles Maldives, déjà aux prises avec la hausse du niveau de la mer. Il y a quelques mois, leurs gouvernants avaient signé des documents en habit de plongée, tellement ils étaient frustrés de l'inaction des pays riches. Par contre, les négociations de Copenhague peuvent toujours achopper sur la question de l'argent. Les pays pauvres exigeront des sommes d'argent considérables et des transferts technologiques importants pour faire face à la menace avant d'apposer leur signature au bas d'un nouveau traité. Il faudrait 150 milliards de dollars par année de la part des pays riches, 3 milliards seulement pour le Canada. Encore et toujours, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais ne rien faire serait encore plus coûteux, car il reste à l'humanité de moins en moins de temps pour agir. Bientôt, il ne sera plus possible de retourner le sablier. Pour un nombre croissant de chercheurs, il faut donc aller encore plus loin et entamer immédiatement la conversion vers les énergies vertes, produites par le vent, le soleil
et l'eau. Pensée magique? Les technologies existent déjà et elles pourraient produire toute l'électricité dont a besoin le monde d'ici 2030. Mais il ne faut pas faire les choses à moitié. En pratique, cela veut dire des millions d'éoliennes, des millions de machines marimotrices et des milliards de panneaux solaires. Impossible, direz-vous? C'est oublier que l'industrie produit chaque année des millions de voitures et autres produits de consommation, et que des conversions industrielles gigantesques ont déjà eu lieu dans le passé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie automobile a transformé ses chaînes de montage en quelques mois pour produire 300 000 avions de guerre. Tout dépend maintenant de la volonté politique de la communauté internationale. On saura le 18 décembre si la course vers l'abîme continue ou si, au contraire, une toute nouvelle solidarité mondiale est en train de se forger. Au retour,